Vous écoutez Interpol, les pilleurs de tombes. Deuxième partie. Le 28 juin 1994, alors que la police britannique effectue une perquisition au domicile du trafiquant d'art, Jonathan Tockley Parry, leur suspect fait irruption dans la pièce. En rentrant de mon 65e voyage, je suis arrivé chez moi et c'est la police qui m'a ouvert la porte. Je croyais qu'on m'avait cambriolé. Tockley Parry garde son sang-froid, persuadé qu'il n'encourt aucune sanction et s'entretient calmement avec le brigadier Ellis. Il avait une valise que je lui ai demandé d'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un dossier qui était censé prouver qu'il participait avec le gouvernement égyptien à un travail de restauration des tombes. Il était une sorte de consultant. La valise contenait aussi un objet récemment mis au jour. C'était une pièce authentique. Elle portait un sceau grec et Tockley Parry a admis à ce moment-là que c'était un objet qu'il avait trouvé quand on l'avait emmené voir une tombe inconnue en Égypte, la veille. Comme il lui arrive souvent d'acheter directement des pièces à des officiels égyptiens, Tockley Parry est persuadé qu'il n'y a aucun mal à exporter des trésors volés. En Égypte, j'enfreignais la loi, mais j'étais en bonne compagnie. L'Égypte est soumise à un régime militaire. Le pouvoir est entre les mains des généraux. Et quand tous les généraux vendent des antiquités, on peut se demander ce qui est légal ou pas. Cette mafia internationale d'Angleterre, d'Égypte, d'Amérique, ils étaient tous libres de faire ce qu'ils voulaient. Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Ils avaient le droit de voler des statues. Quand la corruption atteint un tel degré dans un pays qui abrite tant d'œuvres d'art, il est difficile de lutter contre la contrebande. Le gouvernement égyptien n'a pas toujours fait preuve d'efficacité pour protéger les antiquités découvertes dans les tombes. L'ancien directeur du bureau d'Interpol, John Imhoff. Mais un grand nombre de pièces n'ont jamais été correctement inventoriées. Les premiers à les découvrir étaient les pilleurs de tombes. Ils les ont écoulées sur le marché mondial sans que le gouvernement égyptien n'en ait connaissance. Nous avons donc cette cache d'objets de valeur disséminés à travers le monde et qui n'ont jamais fait l'objet d'une description précise. Pour endiguer le flot de pièces volées, le gouvernement égyptien a promulgué en 1983 une loi sur la protection des antiquités. Elle stipule que quiconque détient, s'approprie ou dispose d'objets découverts après 1983 est coupable de vol et peut être poursuivi en justice. Mais Tockley Parry est maintenant en Angleterre, où aucune loi n'interdit expressément de posséder des antiquités. Je n'étais pas coupable, car je n'avais pas enfreint la loi britannique. Néanmoins, la loi britannique interdit ce qu'elle appelle le recel de biens volés dans un autre pays. Cet homme essaie de se trouver des excuses. C'est mal. Je crois que ceci prouve bien que cet homme est un criminel. La quantité de matériel que nous avions découverte en une seule journée suffisait amplement à me donner des raisons de croire que Tockley Parry était impliqué dans un trafic illicite de biens culturels. Brigadier Richard Ellis. Je l'ai donc arrêté. Tockley Parry maintient son attitude provocatrice. J'ai vigoureusement affirmé que sur le plan éthique, j'avais agi correctement. Après avoir été inculpé, il est remis en liberté sous caution. Les autorités s'intéressent maintenant aux autres suspects. On interroge Mark Perry sur ses dépôts réguliers en liquide. Pour éviter la prison, il donne ses complices. Il avoue que Tockley Parry le paie pour qu'il passe des week-ends en Égypte afin de rapporter lui-même des pièces ou d'organiser leur transport en Angleterre. Tockley Parry lui achète ses billets d'avion et lui verse 500 livres par voyage. La police sait que Jonathan Tockley Parry dirige une vaste opération de contrebande. Elle doit maintenant en découvrir les tenants et les aboutissants. Les photos révèlent toute l'histoire. J'ai fait moi-même environ 50 voyages. Jonathan Tockley Parry, ancien officier de l'armée britannique. Notre entrepôt secret était plein à craquer, surtout après la guerre du Golfe. Nous avions acheté tant d'objets que je ne pouvais matériellement pas les rapporter moi-même. C'est à ce moment-là qu'il commence à employer des passeurs et à augmenter le volume de ses opérations, dans le but d'accroître ses bénéfices.
Andrew May et Mark Perry étaient mes passeurs. Andrew May a été le premier et Mark Perry est arrivé en second. Je n'aurais jamais dû faire confiance à qui que ce soit parce que c'est ce qui a précipité ma perte. Je regrette de ne pas avoir simplement continué à faire ce que je faisais et qu'apparemment je faisais bien. Si je n'avais pas fait confiance à ces personnes, je n'aurais pas été pris dans tout ce scandale. Pour démanteler la filière et étayer l'accusation de recel de biens volés, la police a besoin d'aide. Au British Museum, l'égyptologue Jeffrey Spencer tente d'identifier les pièces confisquées et de déterminer leur origine. Il commence par les bas-reliefs trouvés sous le lit et remarque qu'ils ressemblent à ceux qui ont été inventoriés dans la tombe d'Etebka. S'il peut prouver qu'ils correspondent exactement à leur description, la police pourra monter son accusation contre les trafiquants. Mais il rencontre un problème. En étudiant les détails, on remarquait de légères différences et cela posait un problème. Toclé Paris avait dû modifier l'apparence de ces stèles pour nous empêcher de faire ce que j'étais justement en train de faire, à savoir remonter jusqu'à la tombe d'Etebka. Pour vérifier la présence d'éventuelles retouches, les scientifiques du musée effectuent une analyse chimique des pigments utilisés sur les hiéroglyphes. Les résultats confirment leurs soupçons. Les hiéroglyphes avaient été modifiés. À certains endroits, Toclé Paris avait fait l'erreur d'utiliser des pigments modernes qui étaient inconnus des anciens Égyptiens. La police doit encore prouver que les antiquités saisies ont été récemment sorties d'Égypte, afin de pouvoir accuser Toclé Paris de recel de biens volés et d'infraction à la loi britannique. Pour être du bon côté de la loi, les collectionneurs d'antiquités égyptiennes, découvertes avant 1983, doivent les déclarer auprès du gouvernement. Pour faciliter l'authentification de ces collections privées, Interpol dispose d'une base internationale de données qui répertorie les biens culturels volés. Mais elle n'aide pas Scotland Yard à coincer Toclé Paris. On n'a enregistré aucune déclaration d'objets volés dans la tombe d'Etebka. Il est possible que personne n'ait remarqué le vol, mais il est plus probable que les trafiquants ont soudoyé les gardiens et les autres officiels pour qu'ils n'en fassent pas mention. En cherchant des preuves de contact en Égypte, la brigade des objets d'art et d'antiquité analyse les dossiers et les photos récupérées. Elle sait que Toclé Paris et ses deux passeurs sont impliqués. Dans les dossiers, il trouve des références à un contact égyptien, mentionné uniquement sous le nom d'Ali. Ellis demande leur aide aux autorités égyptiennes, y compris au général Aziz Maklad de la police égyptienne des antiquités. C'était frustrant parce que tout ce que nous savions, c'est que cette filière était constituée de 3 Anglais et d'un Égyptien appelé Ali. Rien que ce nom, Ali. C'est une piste bien mince à suivre dans un pays de 60 millions d'habitants. Mais cet homme pourrait détenir la clé qui permettrait de démanteler la filière et le général Aziz Maklad a un plan. J'ai pris contact avec mes sources secrètes. La seule façon de démanteler cette filière était d'utiliser des informateurs. Nous devions les placer entre les œuvres d'art et les voleurs. Les informateurs lui donnent un nom. Ils identifient le mystérieux Ali comme étant Ali Farag. Il est issu d'une famille soupçonnée de contrebande, mais il n'a pas de casier pour l'instant. L'équipe a l'impression d'approcher du but. L'enquêteur de Scotland Yard, le brigadier Richard Ellis, s'envole pour l'Égypte afin de suivre la piste des bas-reliefs découverts sous le lit de Toclé Paris. Sur place, Ellis retrouve une équipe multinationale de police avec laquelle il se rend sur la tombe d'Etebka, dans l'immense nécropole de Saqqara. Cette tombe est l'une des plus précieuses d'Égypte. Etebka n'était pas un pharaon, mais il supervisait le travail des coiffeurs des pharaons. Il y a plusieurs milliers d'années, c'était un intime de la famille royale. C'était la première fois qu'on voyait la tombe d'un homme du peuple. C'était une tombe extrêmement rare. C'est la raison pour laquelle les trafiquants versaient des sommes astronomiques aux voleurs pour dérober des objets dans cette tombe. Il n'y a aucun signe de pillage et les portes sont encore scellées.
Mais quand ils pénètrent à l'intérieur, leur pire crainte se concrétise. Les bas-reliefs des fausses portes ont disparu, mais pratiquement tout le reste aussi. Les gardiens avouent qu'ils ont laissé pénétrer des voleurs à l'intérieur en décembre 1991. Les enquêteurs pensent que c'est ainsi que Jonathan Tockley Parry est entré en possession des bas-reliefs découverts sous son lit. Les dégâts et les dégradations visibles contredisent sa prétendue mission de préservation des objets volés. Quand on voit la tombe d'Etepka après le passage des pilleurs et qu'on constate les dégâts qui ont été commis dans le seul but de permettre à Tockley Parry de vendre des fragments de la fausse porte, Brigadier Richard Ellis. on a une idée des ravages que de tels individus commettent sur les monuments antiques de ce monde. C'est là que réside la véritable activité criminelle. Pour s'enrichir et récupérer quelques pièces de valeur, on détruit la totalité d'une tombe de la 5e dynastie qui était là depuis des milliers d'années. Après avoir vidé la tombe, les pilleurs ont reposé les scellés sur les portes avant de disparaître. Afin de consolider l'accusation contre les voleurs et les contrebandiers, la police des antiquités égyptiennes recherche les preuves d'autres vols. Ils font rouvrir diverses autres tombes de Saqqara et découvrent que les pilleurs ont sévi sur tout le site. Jonathan Tockley Parry a beau être en liberté sous caution, il n'en poursuit pas moins son trafic illicite. Il entend dire qu'une stèle, une dalle funéraire, sur laquelle est inscrit un hommage au dieu du monde souterrain, Osiris, est mise en circulation sur le marché noir. C'est une pièce qu'il ne peut pas laisser passer. Il contacte le marchand d'art américain Frederick Schultz. Les deux hommes s'engagent à expédier une série de mandats télégraphiques à divers intermédiaires pour une somme totale d'environ 100 000 $. Les vendeurs bandent les yeux du contact égyptien de la filière, Ali Farag, et le conduisent à travers les rues du Caire jusqu'à l'endroit où il cache la stèle. Arrivé sur place, Farag conclut l'affaire, finalise le paiement et organise le transport de la stèle dans un conteneur vers un entrepôt en Suisse. Nous avons payé 40 000 $ pour ce conteneur, dont 3 500 étaient destinés au transport et les 36 500 restants à la police des antiquités pour qu'elle nous délivre un simple formulaire. Jonathan Tockley Parry, ancien officier de l'armée britannique. C'est ainsi que le trafic se fait en Égypte aujourd'hui. C'est une organisation semi-industrielle. Voilà qui vous donne une idée du caractère international de ce marché et de la facilité avec laquelle, si vous avez les bons contacts, vous pouvez sortir des pièces même volumineuses, parce qu'en l'occurrence, c'était une très grande dalle de pierre. Scotland Yard tente de forcer Tockley Parry à rester sur le sol britannique en lui confisquant son passeport. Mais le trafiquant ne manque pas de ressources. Il ne tarde pas à concevoir un plan pour le récupérer. Il a rempli une demande en invoquant la mort de la mère d'une ancienne fiancée qui vivait en Suisse. Il voulait qu'on lui rende son passeport afin qu'il puisse se rendre en Suisse pour apporter son soutien à son ancienne fiancée et assister à l'enterrement de la mère. Ellis demande l'aide d'Interpol. Par l'intermédiaire de l'organisation internationale, la police suisse vérifie l'histoire et découvre qu'il n'y a aucune trace de ce décès. Ellis persuade la cour de ne pas accéder à cette requête bidon, mais Tockley Parry ne s'avoue pas vaincu. Il prend un nom de famille différent, se fait faire un passeport et s'envole pour la Suisse. Quand il arrive à son entrepôt de Genève, il a une surprise. La stèle d'Osiris, qu'il a déjà payée avec le concours de Frederick Schultz, n'est pas là. Après une longue année d'une enquête fastidieuse menée sur 3 continents, les autorités sont prêtes à frapper. Elles lancent ce qu'elles appellent l'opération Boule Roche. Nous avons été en mesure de reconstituer tout un réseau d'individus impliqués dans le trafic illicite de biens culturels égyptiens. En mars 1995, il coordonne des descentes de police à Londres et au Caire. L'opération Boule Roche épingle 5 marchands d'art britanniques.
un officier de la police britannique, plus de 2 douzaines d'inspecteurs des antiquités et plusieurs complices égyptiens de Toclé Paris, dont son principal contact, Ali Farag. Jonathan Toclé Paris a déjà été arrêté et inculpé. Il reste en liberté sous caution jusqu'à l'ouverture de son procès. J'étais si heureux. J'ai dit, ceci va m'encourager à récupérer nos biens volés. Parce que cette coopération représentait un début. Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. C'était vraiment un début. Le point de départ qui nous verra tous communiquer entre nous et coopérer pour protéger ces monuments. Le procès de Toclé Paris s'ouvre au début du mois de février 1997 à Londres. Mais le 27 du même mois, Toclé Paris ne se présente pas au tribunal. Il s'est fait admettre dans le service psychiatrique d'un hôpital du Devon. Voyant la tournure prise par le procès, il a élaboré un autre plan. Mon avocat m'a dit « Ils vont vous condamner parce qu'ils tiennent désespérément à trouver un bouc émissaire pour mettre un terme au trafic. Mais on obtiendra une relaxe rapide. Vous devrez aller en prison, mais on vous fera sortir très vite et vous serez libre. » Or, je n'étais pas prêt à le supporter. Le soir même, le trafiquant opte pour une sortie dramatique. Il mélange de la poudre de ciguë dans de l'eau, méthode de suicide courante dans l'Antiquité, et l'avale. J'avais été appointé par la reine. J'avais servi mon pays. J'étais très fier de ce que je faisais et je n'étais pas prêt à subir le déshonneur. Sur ce, l'audacieux contrebandier s'allonge et attend la mort. Ils arrivent à peine quelques minutes après qu'il a absorbé le poison. Il est vivant. Pensant qu'il est simplement abruti par le sommeil et les sédatifs, il l'emmène. J'étais tranquillement en train de mourir à l'hôpital, sachant que je serais mort d'ici 1h30. Puis des policiers ont débarqué, en disant que les conditions de ma liberté provisoire avaient été modifiées. Ils m'ont trimballé jusqu'au poste de police. Le temps qu'ils me ramènent à l'hôpital, j'étais à moitié dans le coma. Ils m'ont transporté dans l'unité de soins intensifs et ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. La ciguë provoque une paralysie progressive des muscles du corps. Quand les poumons arrêtent de fonctionner, le malade étouffe. À ce stade, Toclé Paris est encore conscient. J'ai compté jusqu'à 52 et tout est devenu noir. Je me suis dit, voilà, c'est fini. Je n'étais pas au courant de l'intubation, le tube qu'on introduit dans les poumons pour qu'ils continuent à fonctionner. Ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils m'ont maintenu en vie avec ce système pendant 3 heures, jusqu'à ce que l'effet de la ciguë se dissipe. Et je me suis réveillé. Pas content du tout. Une fois Toclé Paris revenu d'entre les morts, il promet de ne plus attenter à sa vie et un nouveau procès commence. Le 18 juin 1997, il est reconnu coupable de recel de biens volés et condamné à 6 ans de prison. En Égypte, il est jugé par contumace avec 11 co-accusés. Ils sont tous reconnus coupables et condamnés à une peine de 15 ans de travaux forcés que Toclé Paris devra effectuer s'il revient sur le sol égyptien. Je n'aurais pas dû être condamné à plus de 18 à 24 mois de prison. Mais j'ai pris 6 ans, pour l'exemple. Les autorités égyptiennes apprécient la condamnation pour l'exemple et espèrent qu'elle fera jurisprudence. C'est important, c'est une partie de notre héritage. Mais il manque encore une pièce au puzzle. La stèle d'Osiris qui était censée avoir été expédiée en Suisse. C'est une pièce qui est apparue en Suisse à travers la filière des frères Farag. Brigadier Richard Ellis. De là, elle a été acquise par un marchand d'art qui l'a ensuite vendue en France, et de France, elle est passée à New York. À New York, les agents du FBI remontent les méandres de la piste suivie par la stèle. Finalement, ils la retrouvent dans un appartement de la 5e avenue qui appartient à un riche collectionneur. Il l'a payé plus de 200 000 $, mais il n'a jamais vérifié sa provenance légale.
les agents confisquent la stèle pour la rendre à l'Égypte. En 2002, Frédéric Schultz, à la tête de la branche new-yorkaise de la filière, est reconnu coupable de trafic de biens volés. La Cour fédérale le condamne à 33 mois de prison. Malgré la relative légèreté des peines de Schultz et de Toclé Paris, l'affaire a un profond retentissement sur le marché mondial des antiquités. Le trafic d'antiquités n'est plus toléré, du moins en Angleterre. À la suite de mon procès, le marché londonien a pris peur et a transféré la plupart de ses activités à Paris et en Suisse. Il n'y a plus de marché à Londres maintenant. Londres était la plaque tournante du commerce des antiquités pendant 200 ans. Il est maintenant installé à Paris ou en Suisse. Aujourd'hui, Jonathan Toclé Paris est sorti de prison. Il maintient qu'il n'a enfreint aucune loi et qu'il n'a fait que perpétuer la noble tradition qui visait à faire passer les chefs-d'œuvre de l'Égypte ancienne dans les pays occidentaux afin de les préserver. Il y a 100 ans, on m'aurait anobli pour ce que j'ai fait. De nos jours, on préfère la vision étriquée du politiquement correct. Mais je maintiens que j'ai fait ce qu'il fallait et que je n'aurais pas agi ainsi si je n'en avais pas été convaincu. Si Toclé Paris espère voir son nom figurer dans la liste des distinctions honorifiques, il va devoir attendre longtemps. La plupart des antiquités volées ont retrouvé leur place légitime. Je dois vous dire que la première fois que j'ai tenu un objet qui avait été volé, je l'ai pris dans mes mains. Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes. Comme si je portais un enfant. Mon enfant, qui était parti au loin pendant longtemps et que je ramenais à la maison. Un grand nombre de pièces volées, y compris la fameuse stèle d'Osiris, sont réunies dans une nouvelle exposition du musée du Caire. Son thème, le retour des pièces volées. Vous venez d'écouter Interpol. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Interpol est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par David O'Donnell. Il a été réalisé par Bertrand Morin. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.